Bonjour à tous et bienvenue. Propulsé au pouvoir après la mort de son père tué en se rendant au front contre les rebelles le 20 avril 2021, le général Mahamat Déby avait dissous le Parlement, limogé le gouvernement, abrogé la Constitution, promettant aussitôt de rendre le pouvoir aux civils dans des élections libres et démocratiques après un dialogue de réconciliation nationale. Mais il a porté un coup de canif à ses promesses. En effet, Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition ce lundi 10 octobre. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif, boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. Alors pour quelles raisons le fils d'Idriss Déby reste au pouvoir? Pourquoi ce silence des institutions régionales? Pour en parler, je reçois le professeur Wangaline Goran, historien. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent. Et Eddy Kipier, analyste politique. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, merci pour l'invitation. Alors monsieur, depuis son indépendance de la France en 1960, l'histoire du Tchad est pavée de coups d'État et d'offensives rebelles. Et ce pays est souvent considéré comme à part en Afrique centrale. Pour quelles raisons? Alors la première raison, ça pourrait être par le biais de cette violence politique, n'est-ce pas, qui est considérée comme étant le mode exclusif ou quasi exclusif d'accession au pouvoir. Nous avons eu la présidence de Ngarta Tombalbaye, François Tombalbaye, qui s'est rebaptisé Ngarta par la suite. Lui-même a été assassiné par un coup d'État qui a vu le général Félix Maloum prendre le pouvoir. Ensuite, ce dernier a été putché par Goukouni Ouédérie. Il y a eu des dissensions entre Goukouni Ouédérie et Hissène Habré. Hissène Habré qui prend le pouvoir, Idriss Déby, puis Idriss Déby fils, en la personne du général Mahamat Kaka Idriss Déby Itno. Donc c'est la violence politique, la violence armée de préférence qui devient le mode principal d'accession et de conservation du pouvoir. En ce sens, on peut dire que oui, le Tchad apparaît comme étant je dirais pas une exception, mais en tout cas un cas assez particulier en Afrique. Un État militaire, très clairement depuis toujours. Dont l'explication peut se trouver dans les valeurs culturelles de ce qu'on peut appeler les sociétés du désert. Ce sont des sociétés, disons, organisées en petites entités très mobiles du fait de ce que ces peuples-là vivent en fonction des contraintes de l'élevage et tout ce qui est lié à la transhumance. Et donc, ces peuples-là, surtout les Toubous qui occupent le nord du Tchad, dans la région de Tibesti, mais aussi quelques peuplades arabes qui sont également disséminés dans le nord du Tchad, ont construit leurs valeurs culturelles autour des notions de honte et de bravoure. Et donc, disons, les valeurs aujourd'hui qu'on retrouve au sein de l'armée et qui font que la société tchadienne, au-delà même de cette institution-là, fonctionne selon des codes de valeurs liés à ces notions de bravoure qu'on essaie de démontrer à travers l'expression plus ou moins contrôlée de la violence. Et donc, ce sont ces valeurs ancestrales-là qui aujourd'hui se retrouvent au sein de l'armée qui font que pour laver l'affront ou encore pour démontrer son autorité, on a toujours recours à la violence. Justement, c'est vrai que l'armée tchadienne, elle a aussi quelques particularités. Elle est plébiscitée, avec des guillemets, ou sollicitée par plusieurs pays pour des interventions. Et sur le plan sécuritaire, quelle est la situation qui prévaut au Tchad depuis notamment le décès d'Idriss Père, mais au-delà, puisqu'il n'y a pas de problème de terrorisme comme on le voit dans... Le problème de terrorisme a été, le terrorisme d'obédience de Boko Haram au sud-ouest du Tchad a été endigué assez rapidement. Vous avez vu même que Idriss Déby s'était permis une sorte de ce qu'on appelle en stratégie projection de force. Vous vous rappelez quand il est rentré au Nigeria avec un droit de poursuite pour poursuivre, n'est-ce pas, l'ancien chef de Boko Haram. Donc le problème a été quand même circonscrit et ça avait conféré une sorte de légitimité, n'est-ce pas, à Idriss Déby en interne. Alors ce que vous êtes en train de dire, moi je dirais que l'armée tchadienne, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'ost féodal. Parce que malheureusement, ma grille de lecture analytique, elle est vraiment dans le cadre d'un État à minima traditionnel ou bien a fortiori d'un État féodal. Et l'armée tchadienne, je ne dirais pas que c'est une armée mexicaine, mais c'est tout comme. C'est un assortiment, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, de personnes vraiment guerrières. Il n'y a pas
de peuples qui ne soient pas guerriers au Tchad, que ce soit au nord, comme il vient de le dire, mais aussi au sud, où on a eu les Sahara qui ont été, pendant la période coloniale, étaient utilisés comme des auxiliaires militaires. Donc vous avez vraiment des réputations de bravoure et de guerriers. Ce qui fait qu'on pourrait se dire qu'il ne faudrait pas que cette armée s'ennuie. Il ne faudrait pas qu'elle soit comme une armée ordinaire en temps de paix. On est chaque fois obligé de la déployer. C'est pas une armée de caserne, vous voulez nous dire? Pas du tout. C'est une armée de terrain. Où nous avons totalement, où la légitimité, elle se conquiert sur le terrain, les galons aussi. Vous avez vu, le général Mahamat Idriss Déby a été général dès l'âge de 29 ans. Bon, on pourrait accuser le fait que ce soit le fils de son père, mais vous avez des généraux qui vont au front, ça se fait nulle part ailleurs, parce qu'au front, on y va jusqu'au grade de commandant à peu près, etc. Après ça, on est dans un poste de commandement pour diriger les opérations dans la profondeur. Mais ça n'a rien à voir au Tchad, et c'est justement par ce biais que Idriss Déby était décédé, puisqu'il était quasiment allé au front. Et vous avez cette armée qui ne doit pas s'ennuyer, qui doit être conduite à chaque fois sur des opérations pour éviter justement qu'elle ne trouve à l'intérieur ses propres ennemis et ses propres démons pour faire un coup d'État, pourquoi pas. Oui, aujourd'hui au Tchad, on peut dire qu'il y a une sorte de situation de statu quo parce que c'est vrai qu'il y a eu les accords de Doha qui ont été, disons, scellés entre le CMT, donc le pouvoir militaire, la junte militaire, et les différents groupes rebelles. Mais on sait qu'il y a au total 47 groupes rebelles, anciens comme nouveaux, mais sur les 47, seulement 42 ont signé ces accords-là. Il se trouve que les 5 qui n'ont pas signé font partie des les groupes militaires qui sont les plus importants, qui sont les plus équipés et qui sont toujours en activité, dont le groupe, le FACT, qui a été impliqué dans la mort de l'ancien président, qui a refusé de signer parce qu'il estimait que le processus qui est en cours là avait une finalité déjà arrêtée, qui était donc biaisée, et donc il ne voulait pas apporter les signatures pour légitimer une sorte de plan présidentiel qui était déjà arrêté d'avance. Donc ils ont boycotté, et le commentaire qu'ils ont fait dans leur communiqué, c'est qu'ils étaient en train d'observer la situation pour voir l'évolution avant de savoir s'ils devaient reprendre les armes ou, disons, prendre le train en marche. Et tel que les choses avancent aujourd'hui, ils se sont plutôt prononcés dans le sens du rejet de tout ce qui se faisait. Donc il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, certainement la situation sécuritaire dans le pays prenne une tournure. On va revenir quand on va faire le bilan de ce dialogue. Okay. Depuis le décès d'Idriss Déby, donc quelle est la situation qui prévaut au Tchad? Une paix précaire. Le front militaire est gelé, le FACT n'a pu poursuivre, on va dire, sa grande offensive sur N'Djamena. On va dire aussi quelque part qu'on essaie de donner une chance à la paix, une vraie paix, qu'on essaie de regarder, voir un peu comment le CMT conduit ce processus de transition, même si, on va dire, quelque part dans cette conduite, on a des éléments de récurrence qui pourraient peut-être conduire vers une impasse. Toujours est-il que la chance est donnée à la paix et à la politique, peut-être politicienne. Sur le plan strictement militaire, les opérations sont peu ou prou gelées. Il y a une sorte de paix précaire, parce qu'on attend de voir, de donner une nouvelle chance à Déby fils, par exemple, et de voir un peu comment il se comporte, etc. Alors, beaucoup ont parlé d'un coup d'État constitutionnel dès sa prise de pouvoir. Pour quelles raisons? Parce qu'on n'a pas suivi la dévolution du pouvoir classique institué dans la Constitution? Évidemment. Selon la Constitution tchadienne, c'est le président de la République dans ce genre de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre la direction du pays, mais il s'est trouvé que le concerné était en ce moment au pays. Mais dès que la nouvelle a été portée sur la place publique, un détachement de l'armée a assiégé son domicile et il a reçu la consigne de se mettre en veilleuse, non seulement en termes de déclaration médiatique, mais éventuellement en termes d'initiative allant dans le sens de rentrer dans ses droits constitutionnels. Donc, il y a eu une intention claire de l'armée, de faire même bas sur le pouvoir. Il y a eu 15 généraux qui représentent les 15 plus importants régiments de l'armée qui se sont réunis et qui ont décidé que c'est eux désormais, c'est à eux que revenait la légitimité pour désigner le successeur du président. Donc, ils ont mis, en quelque sorte, si vous voulez, en veilleuse la Constitution, et ils se sont, en tant que conseil de 15 généraux, arrogés cette légitimité-là de désigner le successeur, qui n'est plus un successeur constitutionnel, mais un successeur militaire, dans les conditions qu'on sait. Mais je souhaiterais quand même qu'on revienne un peu sur la question précédente concernant la situation au Tchad après le décès d'Idriss Déby. Parce que généralement, quand on parle du Tchad, on parle de la situation sécuritaire, mais il y a une autre dimension de la situation au Tchad aujourd'hui qui devrait inquiéter, disons, l'Afrique et le monde. C'est la situation de la sécurité alimentaire. Alors, depuis le 6 juin passé, le président du Tchad a déclaré
la situation d'urgence nationale en termes de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, pratiquement 2 millions de Tchadiens sont menacés par une situation de famine. Et à ce jour-là, l'Union européenne a dû décaisser en urgence 41 millions d'euros pour soutenir, si vous voulez, une sorte de programme de distribution alimentaire. Et on sait que sur les 2 années passées, du fait des dérèglements climatiques qui ont entraîné une certaine sécheresse, il y a eu moins de 40% de la production céréalière du pays qui a été amputée. De sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut l'équivalent de plus de 300 000 tonnes de céréales pour pouvoir combler ce qu'il faut pour pouvoir couvrir les besoins du pays en termes de consommation acceptable et équilibrée. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que si aujourd'hui le pays qui est dans une telle situation de précarité, de fragilité, si ces dirigeants se mettent dans une position de s'exposer à des sanctions internationales, dans une telle situation, ceux qui vont payer le prix, ce n'est pas forcément le pouvoir, mais ce sera surtout la population. Quand on va parler après des réactions des instances sous-régionales d'abord, on ne pense pas que c'est les sanctions qui... On ne pense pas avoir des sanctions venir les cibler là, de suite. Poursuivons, s'il vous plaît, avec maintenant, effectivement, ce dialogue national inclusif, boycotté par une grande partie de l'opposition de la société civile, dont quelques 42 des 47 groupes représentés à Doha avaient apposé leur signature en août aux côtés du pouvoir. Quel est le bilan de cette séquence et déjà, pourquoi le Qatar comme choix pour abriter cette... Le Qatar, c'est un peu une sorte de soft power, une sorte de garant moral, on va dire, pour les pays qui sont sur une partie de la façade orientale de l'Afrique. Le Qatar attire, on va dire, par son soft power à l'égard de tous ces États-là. Alors, concernant le dialogue national inclusif et souverain, ça a été justement l'occasion de réitérer les formes que nous avons connues dans les années 90 de résolution des conflits et d'ingénierie constitutionnelle, en ce sens qu'on devrait, dans une sorte d'opération cathartique, c'est-à-dire de laver les cœurs, les pleurs de la nation, de parler justement pour exorciser certains mots, de repartir de l'avant, une sorte de tabula rasa. Et donc c'est dans cette optique-là que le jeune président a décidé de convoquer, on va dire, l'ensemble des forces vives de la nation tchadienne. Dans l'absolu, c'est quelque chose de très intéressant et de souhaitable pour essayer, n'est-ce pas, d'épurer tous les griefs politico-militaires, parce que nous avons parlé de l'aspect militaire tout à l'heure, mais il y a aussi des opposants, il y a aussi des contestations politiques et même sociales qui se manifestent. Le pouvoir Déby a été contesté il y a quelque temps d'un point de vue syndical, corporatiste, et il en a même conçu une idée justement pour harmoniser ou du moins pour réviser la constitution tchadienne et la rationaliser eu égard à certains postes qui étaient jugés un peu superfétatoires. Et donc c'est une occasion pour apaiser les cœurs, comme je le disais tantôt, mais l'occasion a été refutée, puisque d'aucuns y ont vu une manœuvre, n'est-ce pas, un bavardage inutile et dispendieux, qui allait bien entendu, lorsqu'on choisit les délégués, on connaît déjà la trame et la finalité de leur choix. Et bon, alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'entame de l'émission, un coup de canif, n'est-ce pas, à des militaires qui devaient ne pas se présenter pour les compétitions électorales et présidentielles en particulier à venir. Un coup d'État dans le coup d'État. Sans grande surprise, le dialogue national inclusif et souverain se prononce pour une prolongation de la transition avec la possibilité pour le chef, n'est-ce pas, de la junte de pouvoir se présenter. Alors on va parler aussi de l'éligibilité du nouveau président de la transition. Sur le bilan, c'était une mascarade. Ça a été perçu par beaucoup comme ainsi, où il faut tenir compte d'un certain effort, même s'il y avait des absents notables. Alors, il est clair que dès le début, il y a eu des voix qui se sont élevées pour contester pas le principe de réunir un dialogue national, parce que c'est un classique de la politique africaine. Chaque fois qu'il y a une crise, il est recommandé déjà en tant que mécanisme par les organisations internationales, soit de mettre en place un gouvernement d'union nationale, ce sont les deux mécanismes phares dans les propositions des organisations internationales, soit de mettre en place un gouvernement d'union nationale ou éventuellement de convoquer une sorte de conférence nationale pour, exorciser tout ce qu'il y avait donc comme contradiction interne. Alors, mais donc, le problème n'est pas tellement le mécanisme qui a été mis en place, mais c'est le contenu et surtout les missions assignées
qui, d'une certaine façon, à travers le choix de ceux qui ont été appelés à diriger, disons, cette commission, ont permis plus ou moins aux détracteurs de l'initiative de pouvoir se braquer contre cette initiative politique du président Mahamat Idriss. Et ils ont dit dans le début que l'intention, c'était de pouvoir fournir un cas de légitimation qui soit accepté au président en place pour pouvoir se maintenir et se présenter éventuellement. Et quand ils l'ont dit, ils ont été bien sûr au début décriés comme étant dans une sorte d'opposition systématique. Voilà. Mais aujourd'hui, à la fin du processus, on se rend compte que finalement, ils ont été prophètes. Parce que tout ce qu'ils ont dit, notamment Succès Masra, le principal opposant, disons, de cette initiative aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc finalement, aujourd'hui, on se rend compte que l'intention des dirigeants, c'est vrai, ça a été l'intention annoncée, ça a été de réconcilier le cas, de réunir les partis prenants de ce pays autour d'une initiative qui puisse, disons, dégager une nouvelle feuille de route pour la politique nationale. Mais au final, c'est que cette initiative-là a été, en quelque sorte, si vous voulez, personnalisée au profit du président qui était en place. Et donc, il reste là pour non seulement 2 ans, ce qu'on n'a pas accepté ailleurs, et en plus, il a le droit, après ces 2 ans, de se porter candidat, ce qui n'est pas également à l'élection présidentielle. Le silence des institutions régionales, il est accablant. On s'interroge, on va parler de l'Union africaine, on va commencer déjà par les institutions de la sous-région, à savoir la CEMAC et la CEAC. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ils ont tellement déçu, mais à la vérité, est-ce vraiment une surprise? Alors, mis l'un dans l'autre, j'ai lu ailleurs que la CEDEAO était beaucoup plus attachée au texte et beaucoup plus progressiste, si je peux m'exprimer ainsi, que la CEAC et la CEMAC, qui sont bien entendu, je dirais, moins progressistes, à tout le moins peut-être un peu réactionnaires. Alors, peut-être qu'il faut voir au niveau de la CEDEAO le nombre d'alternances politiques qu'on a eues, alternances politiques bien entendu civiles, hein, et celle qu'il y a eu en Afrique centrale. Vous voyez que sauf le cas de la Centrafrique, vous avez depuis les années 80 les mêmes pouvoirs qui sont mis en place. Alors donc, ils n'allaient pas contester ce qu'eux-mêmes font. Et donc, il y a eu à tout le moins un soutien dans le silence, ou bien même un soutien par le biais des personnes qui ont été là, présentes pour appuyer ces nouvelles autorités lors de cette seconde, investiture du général Mahamat Kaka. Et donc, on voit que, en tout cas, il ne faudrait pas attendre grand-chose, comme vous avez dit, de la part de ces institutions régionales-là pour condamner ce qui apparaît comme un double coup de force sous le terme assez large de la stabilité, n'est-ce pas? On fait entrer toutes sortes de considérations en se disant que dans tous les cas, il n'y a que lui qui puisse gérer les choses, c'est le moindre mal, laissons-le essayer, a fortiori... Après lui, le chaos. Voilà, après lui, le chaos, il n'est pas comme son père, il fera forcément mieux en l'état actuel des choses. Et donc finalement, c'est une sorte de blanc-seing qui est accordé à ce nouveau régime et par ces institutions régionales dont vous parliez. Donc, là-bas, on n'attend rien de personne à vous écouter. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Et maintenant, l'Union africaine aussi. Bon, on a vu qu'elle n'a pas assisté à l'investiture, il n'y avait pas de représentants, mais ça va suffire, cette politique du siège vide. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement face à ce non-respect il est quand même, des textes? Je veux dire, nous sommes dans un terrain différent, comparé bien sûr à la situation en Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, si l'Union africaine pouvait prendre des sanctions, on l'a vu dans le cas du Mali et du Burkina, c'est simplement d'exclure de ces instances, de la participation à ces différentes instances, le pays qui est concerné, c'est-à-dire aujourd'hui le Tchad. On ne peut pas appliquer autre chose, je veux dire, dans le cas de l'Union africaine qu'une exclusion de ces institutions. Mais en Afrique de l'Ouest, ça marche parce que il y a, si vous voulez, une sorte d'inclusion économique en termes d'échanges économiques qui font que généralement, quand un pays est sous sanction, il y a la possibilité de la mettre dans une situation de privation d'un certain nombre de services qui vont avec le contexte régional. On sait aujourd'hui qu'en termes d'inclusion, aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, les échanges commerciaux entre les différents pays de la CEMAC ne représentent que 4% dans, disons, les activités au niveau de cette région-là.
Parce que la plupart des pays sont connectés plus à l'extérieur qu'à des échanges entre eux-mêmes. Et au-delà de cela, on sait aujourd'hui que le premier fournisseur du Tchad au niveau africain, c'est le Cameroun. Et au Cameroun, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une situation au Tchad, le premier réflexe des Tchadiens, c'est d'envoyer une délégation pour expliquer, avant que cela, bien sûr, ça n'éclate dans les médias. Et lorsque le président Mahamat Idriss a pris le pouvoir après son père, dans les jours qui ont suivi, avant qu'on organise l'investiture, ils ont envoyé automatiquement une délégation au Cameroun pour aller rassurer le partenaire camerounais. Et on le sait aujourd'hui, la région même est une région de régime dysfonctionnel, que ce soit la CEMA, que ce soit la CEA, que ce soit les différents pays qui participent à ces différentes institutions régionales. Nous sommes dans un espace dysfonctionnel. Et quand vous n'êtes pas vous-même un exemple, on est d'accord que vous n'avez pas la capacité de faire la morale, la leçon aux autres. On est d'accord, ça suppose qu'il faut la crédibilité, la légitimité, mais on n'en parle pas souvent. On fait le comparatif avec la CEDEAO, mais comparaison n'est pas raison. On a l'impression que nous aussi, on est en train de basculer vers ça, des régimes militaires qui viennent de plus en plus au pouvoir. Vous voyez, on est en train de prendre... Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on reproche finalement à ces institutions sous-régionales? C'est de n'avoir aucune légitimité pour pouvoir donner des leçons de morale ou donner des bons ou mauvais points aux autres. Et chez nous aussi, ça va devenir de plus en plus difficile. Oui, la question de la légitimité se pose avec acuité. Dans la CEDEAO, avec certains régimes civils, certaines modifications constitutionnelles pour pouvoir proroger certains mandats qui sont assimilés, bien entendu, à des coups d'État constitutionnels. Mais là n'est pas forcément le premier problème. Il y a aussi un souci quant aux effets réels. Alors, mon collègue disait tout à l'heure que le Tchad n'avait pas vraiment beaucoup d'échanges. Bon, bien entendu, il a révélé la situation assez particulière qui lie le Tchad au port de Douala, qui est un des grands pourvoyeurs, n'est-ce pas, de ce pays-là. À la CEDEAO, c'est vrai aussi qu'il y a eu pas mal de mesures, n'est-ce pas, avec les embargos, avec aussi l'activation d'une autre organisation, c'est-à-dire l'UEMOA, pour essayer de serrer l'étau autour des pays qui sont un peu réfractaires. Et bon, il n'était qu'à ces pays d'avoir deux choses, soit d'être faillitaires et d'implorer justement la CEDEAO pour que les sanctions soient levées, ou soit de s'en sortir, y compris au prix d'une inflation sans cesse galopante ou de difficultés économiques réelles. Et aujourd'hui, on voit que les sanctions au niveau de la CEDEAO n'atteignent pas forcément les buts. Et on va dire, de facto, on aboutit à une nouvelle solution. Et je le disais tantôt à certains collègues en disant, mais il y a quelque chose d'assez intéressant concernant la CEDEAO en particulier avec ses coups d'État à double détente. Vous voyez? Et le Tchad vient de rentrer en l'espèce. C'est-à-dire que je suis membre d'une force d'élite spéciale, entre guillemets, ou républicaine, etc. J'ai des missions particulières pour emploi, etc. Il y a une situation qui se présente. Je prends le pouvoir, je duplique les institutions républicaines, et puis je trouve ça non fonctionnel et je refais un coup d'État. Et vous avez vu qu'à l'exception peut-être de la Guinée, les trois pays dont on parle là ont la même situation. Vous voyez qu'au Tchad, ce double coup d'État vient de se passer. Mais bien entendu, il y a des condamnations féroces qui sont faites d'une part, on va dire pour le cas du Mali en particulier, et une sorte de complaisance, y compris y compris de la part de puissances occidentales qui apparaissent un peu comme étant difficiles à oui, accepter. La France et l'Union européenne étaient représentées lors de l'investiture, ce qui paraît surprenant et qui va encore peut-être faire accroître ce sentiment qui est d'abord anti-français et qui va peut-être s'étendre à anti-occidental. Hein. Il est clair que la situation de la France, quand même, si on veut être réaliste, est un peu délicate, particulière. Parce que le Tchad, tout à l'heure le collègue en a parlé, est dans une sorte de doctrine de projection régionale, de sorte que le Tchad, que ce soit dans la gestion de la crise liée à Boko Haram, ou encore de l'insécurité transfrontalière aujourd'hui qui sévit dans la région sahélienne, le Tchad a été le seul pays qui a été capable de proposer ses forces pour se déployer dans ces situations de conflit qui étaient plus ou moins redoutées par les autres nations. La France avait techniquement besoin de cet appui militaire du Tchad pour éviter à ses troupes Barkhane de se retrouver dans une situation de gestion d'un conflit au niveau du Mali, mais qui avait, si vous voulez, des appuis sahéliens, de sorte que même quand vous combattez la situation au local, elle se reconstruit à l'extérieur du Mali pour revenir encore plus fort. Et donc, le Tchad s'est révélé donc un allié de première main, non seulement pour le Nigeria,
pour le Mali, la France aussi à travers le Mali, et également pour le Niger dans une certaine mesure. Et donc aujourd'hui, ce pays se retrouve dans une situation de crise politique où, si vous voulez, il y a une sorte de résurgence du régime Idriss Déby. C'est vrai qu'Idriss Déby lui-même est mort, mais son fils remet en selle le même système sécuritaire. Et donc aujourd'hui, le regard de la France, aujourd'hui, ce n'est pas de voir tellement le dysfonctionnement institutionnel, mais c'est de voir son intérêt. Comme dans chaque situation en Afrique, c'est qu'elle voit en premier, c'est son intérêt. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, son intérêt, justement, est en déphasage avec les valeurs qu'elle a défendues jusque-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, elle est à l'épreuve de la réalité, de la réelle politique. On attend de voir ce qu'elle dira de cette situation. Parce que jusque-là, il n'y a que l'Union européenne qui s'est prononcée, qui s'est juste dit, disons, inquiète de la situation, préoccupée de la situation, sans ni donner l'impression de prendre prochainement des sanctions et sans donner également l'impression qu'elle retirerait. Mais après, on veut tout et son contraire, parce que là, si les sanctions tombent, on va dire qu'on va nous parler d'ingérence et dire que nos pays sont souverains, que les Occidentaux ne nous respectent pas. Écoutez, c'est toujours la même musique. Quand ils interviennent, on leur demande de s'occuper de leurs affaires, et quand ils n'interviennent pas, on dit qu'ils ont un silence quasi complice. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on s'intéresse au nouveau Premier ministre. Hein. Ils étaient 2 en lice, en tout cas annoncés. On a bien sûr Succès Masra et puis Saleh Kebzabo. Bon, on parle de lui comme l'opposant historique. Alors, j'ai cru comprendre que c'est un terme que vous appréciez peu, d'Idriss Déby père. C'était plutôt... Oui. Monsieur Morgaline Goran. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Alors, Saleh Kebzabo. Kebzabo est journaliste de formation. Il a même officié à Jeune Afrique. C'est un opposant. À tout le moins, ce qu'on peut lui concéder, c'est de s'être opposé de façon civile, d'un point de vue de la politique politicienne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais pris les armes. Vous savez, le régime Déby ou les régimes précédents ont été confrontés à 2 types d'opposants. D'une part, les civils, d'autre part les militaires, ou hybrides les deux. Vous avez des gens qui étaient d'abord dans une opposition civile, qui se sont transformés en chefs militaires, ou les chefs militaires qui ont vu, comme disait Clausewitz, que la guerre et la politique, la continuation de la politique par d'autres moyens, de se dire que la guerre n'arrivera à rien et que finalement ils sont devenus des opposants civils. Voilà. Alors Kebzabo est resté quand même dans cette droite ligne-là, même s'il a eu quand même quelques strapotins ministériels, il a été député, etc. C'est une silhouette qui, pour les observateurs particuliers du Tchad, est familière. Voilà. C'est quelqu'un qui a 65 ans, qui est âgé. Ça fait peut-être un contrepoids avec le jeune âge du président de la transition. Et donc, c'est ce personnage, somme toute assez policé, qui est mesuré dans ses propos, qui est courtois, qui est peu radical, à qui on a affaire. Monsieur Saleh Kebzabo est ce qu'on peut considérer comme, si vous voulez, le contrepoids du régime autoritaire qui a été, le contrepoids civil du régime autoritaire qui a été le régime de Idriss Déby Itno. Quand vous regardez dans la région, pratiquement, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo de Sassou Nguesso, disons à l'opposé, sinon dans l'opposition, il y a toujours eu ce qu'on peut considérer comme des opposants qui ont servi à légitimer le pouvoir autoritaire, et c'est ce rôle-là qu'il a joué. Des opposants factices? Bon, pour moi, en tout cas, des opposants factices, parce qu'aujourd'hui, au niveau du cadre du géopolitique opposé au pouvoir actuel, il a dit clairement que sa nomination est une récompense parce qu'il a toujours été au service de la famille Déby. Voilà, c'est comme ça que cela est interprété par les acteurs politiques nationaux qui n'ont pas participé. Succès Masra aurait été plus légitime à vos yeux? Éventuellement, parce que déjà ce Premier ministre qui vient d'être nommé, je rappelle qu'aux dernières élections de 2021, où il y a eu une plateforme dénommée Victoire qui a été mise en place par l'opposition pour dégager une candidature unique, on a proposé donc de faire des primaires pour que l'opposition puisse dégager une de ses candidatures. Il a été battu. En tant que candidat unique, il a été battu pour dire qu'aujourd'hui, ce titre d'opposant historique, ce titre d'opposant, je dirais, chef de file de l'opposition ne tient pas. Parce qu'en 2021, les primaires de l'opposition ont démontré qu'il n'avait pas ce grade de chef de file de l'opposition. Et aujourd'hui, je pense que si on part du principe que M. Saleh Kebzabo a été le vice-président de la commission qui a été mise en place pour le dialogue national inclusif souverain, on comprend qu'il fait partie de ceux qui, dès les premières heures, ont donné leur soutien au régime militaire qui a été mis en place. Donc, on considère qu'il fait partie, si vous voulez, de la tendance pro-CMT. Il aurait été bon que le Premier ministre sorte de la tendance
qui soient plutôt opposés, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté le lendemain de la mise en place de cette commission, de sorte qu'on se retrouve au Tchad dans une situation où, même si le régime militaire nous était imposé, il y a quand même l'autre tendance adverse là qui viennent faire de contrepoids pour qu'on soit dans une situation de... Est-ce que ça aurait été vivable? Oui, c'est possible. Ça aurait été un peu difficile. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que ce n'est pas la première fois que ça se passe ainsi. Ce n'est pas la première fois qu'Idriss Déby, père, en tout cas, excusez-moi, père, parce que Idriss Déby, père, avait déjà donné le poste de Premier ministre à des opposants irréductibles, etc. Les choses ne s'étaient pas passées de la meilleure des manières. Bien entendu, s'il y a un dysfonctionnement, parce que l'opposant venant, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire ayant beaucoup plus de légitimité concernant Succès Masra, etc., avec son parti des transformateurs, une légitimité somme toute assez populaire aussi de ce point de vue, ou bien une visibilité ou une réputation beaucoup plus grande de ce point de vue, un contrepoids, une sorte de yin-yang. Oui, alors... il aurait lui aussi peut-être créé des déçus, n'est-ce pas, dans son cas, en lui disant, bon, de toute façon, on a compris que finalement, il part à la soupe. Trahison. Même si, dans les conclusions du DNIS, c'était justement d'avoir un gouvernement de réconciliation nationale. Vous savez, bon, de deux choses l'une. D'un point de vue, on peut se dire c'est le moins de mal. De l'autre point de vue, on peut se dire c'est la course à la soupe. C'est un mélange de crabe et de... Voilà, vous connaissez l'expression un peu en Côte d'Ivoire. Donc, ça c'est déjà fait. Moi, je me pose une question. Quant à la place de Pahimi Padaké, qui lui-même était opposant avant et qui a été récupéré comme Premier ministre, bon, de se dire que est-ce que ça va vraiment régler les problèmes? Ça reste à voir. D'accord, ça sera le mot de la fin, messieurs. Merci de vos interventions. On se quitte sur cette citation. La démocratie est fragile comme la dictature de Bernard Van Oorden. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite des programmes. À bientôt. Merci.